Salut à tous, on est dans l'épisode 2, dans le fauteuil avec le Yarl. Alors là, c'est les formats longs spécifiques pour YouTube. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce format long, c'est d'être dans le fauteuil avec moi. La plupart du temps, vous verrez donc Gigi, qui est ma femme, que vous connaissez déjà si vous me suivez déjà sur les autres réseaux sociaux. Et puis de temps en temps, il y aura des invités qui participeront à discuter des sujets d'actualité, du milieu de la nuit. Alors pour ce deuxième épisode, Gigi a décidé de me parler de quelque chose, alors je vais lui laisser prendre la parole. Bonjour Gigi déjà. Et là, salut le Yarl, et puis salut à tout le monde. Merci de m'inviter dans ce fauteuil, qui est un peu le mien aussi, mais merci pour l'invitation. Alors on a décidé de parler de l'infirmerie. Alors pourquoi tu as décidé de parler d'infirmerie? Qu'est-ce qui t'a fait te donner l'envie de parler de ça? Parce que dernièrement, tu as du monde qui est venu. Déjà le co-auteur de ton livre, qui a visité l'établissement. Et puis il y a une autre personne aussi qui souhaite réaliser une série avec toi. Et à chaque fois qu'on leur fait visiter l'établissement, dont l'infirmerie, ce lieu-là, l'infirmerie, ça captive les gens. On voit bien que ça crée de la curiosité quand on parle de l'infirmerie. Donc je trouve ça sympa d'en parler aujourd'hui. Alors c'est une vraie question, c'est intéressant d'en parler. Pourquoi l'infirmerie? L'infirmerie, c'est dans tous les établissements où j'ai travaillé, ou que ce soit la direction ou carrément propriétaire d'établissements de nuit, j'ai toujours instauré et mis en place une infirmerie, tout le temps. Et je sais que c'est pas quelque chose de commun dans les établissements de nuit, hein. Ça reste exceptionnel parce que ça demande une organisation pour avoir une infirmerie. Et pourtant, pour moi, ça me semble essentiel parce que déjà, c'est un lieu avec énormément de passages. Quand l'établissement fonctionne, en fonction des capacités qu'on a tous dans les établissements, par exemple, le nôtre, c'est 1000 personnes. Ben, sur 1000 personnes dans une nuit, ben, il se passe automatiquement des choses qui nous obligent à prendre en charge des clients. Et donc, pour le faire, on doit le faire bien. Et pour le faire bien, eh ben, on a un lieu qui est dédié. Hors du bruit, hors de tout ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire les clients qui sont autour de nous, ceux qui veulent se mêler, ceux qui disent qu'ils sont des spécialistes en médecine, qu'ils ont eu leur secourisme et ils veulent faire à notre place. Et puis après, il y a tous les états différents qu'on peut retrouver chez les clients. Mais ça va, c'est très très large, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui se blesse tout simplement avec une porte de toilette, on peut avoir quelqu'un qui tombe, on a eu des blessés, hein, on a eu même de gros blessés dans l'établissement, où on a eu besoin de les prendre en charge avant l'arrivée des pompiers. Mais ça peut aussi être une organisation d'enquête. Alors, et ça, je vais te raconter un petit peu plus tout à l'heure parce que ça va t'intéresser. C'est un lieu où tu y passes fréquemment pour y voir ce qui s'y passe, pour venir nous aider d'ailleurs très souvent parce que quand on a plusieurs choses à régler en même temps ou à organiser, bah, tu viens nous donner un coup de main. Bah oui, parce que quand il y a un blessé ou quoi, c'est que forcément il y a pu y avoir une bagarre, il peut y avoir plusieurs blessés. Donc je sais que vous êtes occupé ailleurs et je peux vous apporter mon aide en fait dans l'infirmerie, que ce soit pour les soigner, pour un petit bobo ou alors pour leur donner un verre d'eau. Je sais que quand il y a du monde dans l'infirmerie, vous êtes toujours occupé ailleurs, donc je suis un peu votre soutien là-dessus. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué, toi, dans l'infirmerie? Ça fait 3 ans qu'on est dans cet établissement à la direction. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué, toi? Alors déjà, je peux te dire ce que je trouve de bien dans cette infirmerie-là par rapport tu à veux. toutes les autres où on a eu, parce Ouais. que dans chaque établissement où on a été, il y a eu des infirmeries. Celle-là, ce que je trouve bien, c'est que déjà, il y a des lits de camp, il y a 2 lits de camp, donc on peut allonger ou asseoir les personnes. On a fait retirer la moquette aussi, parce que en général, il y a du sang, ou alors les gens ils vomissent, et les gens qui sont alcoolisés et qui vomissent, ils n'arrivent pas du tout à viser le seau. Donc ils visent à côté, c'est vrai. C'est vrai, ils ne visent pas le seau. On leur donne un seau à chaque fois. On a des seaux dédiés au vomi. Et pourtant, ils visent à côté, tu as raison. Ben oui, et puis en fait, il n'y a pas que le lieu de fête très beau et très magique. Il y a le après, en fait. Il faut bien nettoyer le vomi. Et c'est nous qui le nettoyons juste après pour le passage du prochain qui va venir à l'infirmerie. Il faut que ce soit propre. Donc je trouve ça top qu'on ait retiré la moquette. On a fait mettre du lino. Voilà, notre infirmerie, en fait, elle est super pratique. Est-ce que c'est sous caméra? On me demande tout le temps. C'est sous caméra, effectivement. Ouais, c'est sous caméra, effectivement. Tout est enregistré. Tout ce qui s'y passe est enregistré. Ce qui m'a le plus choqué dans cette infirmerie, c'est le deuxième week-end où on est arrivé dans ce club, en fait, à Rennes, au 88. Je te coupe, mais ton thé est excellent, Gigi, hein. Vraiment, merci pour le thé, c'est parfait. À la tienne? À la mienne aussi. À la tienne aussi? Alors, ouais. À la- Dans
le deuxième week-end où on est arrivé, moi j'étais la caisse 2, où il y a l'entrée de l'infirmerie en fait. Donc on voit tous les gens qui rentrent dans l'infirmerie et qui en sortent. J'étais donc à la caisse 2 et vous avez emmené quelqu'un dans l'infirmerie qui est passé derrière moi. Vous le portiez, vous étiez à 2 à le porter. Il avait plus de chaussures, il avait son t-shirt arraché et surtout il avait du sang qui coulait, mais il y avait du sang partout en fait. Et c'est hyper... quand on le raconte comme ça, on se rend pas bien compte. Mais c'est hyper choquant pour quelqu'un de voir plein de sang comme ça. Moi, ça m'a empêché de dormir pendant 2 jours parce que vraiment, il était défiguré. Il pendait de partout et il avait des dents en moins. C'était hyper choquant. C'est pas quelqu'un qui s'est battu dans la discothèque. Non. C'était une agression sur la dalle d'un couple qui passait. En fait. Alors cette histoire, je ne sais pas si je l'avais racontée en vidéo, je ne crois pas parce que ça date, c'était vraiment au tout début où nous y étions, elle a raison de le préciser, et c'est à l'époque où je me suis rendu compte que l'endroit où l'établissement était, c'est-à-dire la fameuse dalle dont je parle tout le temps, était remplie de dealers et de MNA. C'était rempli, quand je vous dis rempli, on pouvait avoir une quinzaine de dealers et une vingtaine d'MNA. C'est-à-dire que les MNA, tu sais, c'est mineurs non accompagnés, donc les petits voleurs, quoi, qui deviennent violents quand ils veulent attraper un portable ou un portefeuille s'ils n'y parviennent pas. Et ces 2 personnes-là, je vais expliquer aussi pourquoi elle a été très choquée, parce qu'il faut savoir que Gigi, elle a aussi une oreillette. Et l'oreillette la met en relation perpétuelle avec toute l'équipe de sécurité. Donc elle sait exactement tout ce qui se passe sans voir. Il n'y a rien de pire en fait. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un, c'est-à-dire d'entendre nos demandes d'intervention et ce qu'on se dit entre toute l'équipe de sécurité et les ordres que je leur donne lors des interventions. Et puis Gigi qui elle est en salle et doit faire perpétuellement bonne figure auprès des clients qui arrivent devant elle, qui lui souhaitent le bonjour, soit aller à la caisse, soit aller au bar, soit aller carrément dans l'entrée pour parler avec les gens au niveau de l'accueil. Et pour elle, parfois, elle l'entend, ou elle va m'entendre donner des ordres, être essoufflée parce que j'ai peut-être couru, et avoir une expression, parce qu'elle me connaît depuis 30 ans quand même, donc elle sait quand je suis dans un moment de guerre, et les moments de guerre, elle sait les reconnaître rien qu'à ma voix et à ce que je vais dire dans l'oreillette. Donc pour elle, c'est pas facile déjà de subir ça sur une nuit, et d'entendre ça plusieurs fois. Et là, en plus, elle savait que j'étais sur une phase de très grosse brutalité, parce qu'elle m'a entendu demander des secours en urgence. J'ai expliqué les détails de ce qu'on était en train de faire. Et là, en gros, je me rappelle comme si c'était hier, mais en gros, on a eu 7 individus qui ont agressé un couple qui passait sur la dalle, qui ne venait même pas chez nous d'ailleurs ce jour-là. C'était vraiment leur passage de fin de soirée. Ils rejoignaient leur véhicule qui était sous la dalle, donc il y a un immense parking sous l'emplacement. Un échange de regards a suffi pour que les agresseurs sautent sur le couple et puis défoncent littéralement le mec, tout en n'oubliant pas évidemment de frapper aussi la fille. Ils ont appelé au secours et ils ont hurlé, on les a entendus hurler. En venant en courant vers nous, vers l'entrée, on a vu qu'il y avait une agression. Et là, il faut sortir d'urgence. T'as même pas 5 secondes pour réfléchir. Là, c'est un cas rapide. On a dû courir sur les extérieurs, aider et soutenir les 2 personnes blessées, dont un qui était KO parce qu'il a couru, mais ils ont réussi à le rattraper. Et quand il est tombé, ils l'ont achevé à coups de pied. C'est-à-dire que le temps qu'on court, c'est-à-dire qu'on avait à peu près une 50aine de mètres, ils ont eu le temps de lui mettre quelques coups de pied quand même au niveau du visage et au niveau du corps. Là, s'en s'est suivi évidemment une grosse bagarre entre les agresseurs et puis l'équipe de sécurité ainsi que moi-même. On a fait ce qu'on a dû faire, on a réussi à les mettre en fuite. Et l'urgence pour moi était de surtout prendre en charge la victime qui était inconsciente au sol avec du sang partout, les chaussures, elle avait perdu les chaussures, les vêtements étaient déchirés, bref, c'est extrêmement violent. Et là, Gigi entendait ce qui se passait et là, elle m'a vu arriver en train de porter le gars avec 2 autres portiers de l'établissement, de l'isoler, de le protéger et puis ensuite faire tout ce qu'on doit faire, c'est-à-dire appeler la police, appeler les pompiers évidemment, et puis tout ce qui va avec. Donc ça, je peux comprendre que pour toi, ça a été assez choquant de voir ça. Mais dans l'infirmerie, il y a plein d'autres choses qu'on peut y faire, parce qu'il n'y a pas que ça. Par exemple, parfois on a des enquêtes. Quelles sont les enquêtes qui t'amusent le plus? Parce que tu es directement lié, toi, dans ces enquêtes-là. On est obligé de t'appeler à chaque fois. Les vols de bouteilles. Les vols de bouteilles, je te laisse raconter ça parce que les gens sont toujours choqués. Et c'est vrai que l'autre fois, quand on racontait ça au réalisateur qui veut faire une série sur ce qu'on fait, ça l'a vraiment bluffé, il a halluciné. Puis du coup, comme il a été toute une nuit avec nous, il a participé à une enquête de nuit
concernant ce sujet, les bouteilles volées. Alors ça, il a trouvé ça incroyable. Je te laisse raconter comment ça se passe. C'est un peu un Agatha Christie en fait, mais en plus petit. Et ben, en fait, on a appelé, en général, il y a un client qui vient se plaindre à un portier ou à un barman, on m'a volé ma bouteille. Des fois, c'est tout bête, hein, ils peuvent être autour de la table, il y a des gens qui viennent leur parler et ils éclipsent la bouteille. Donc dans le noir, c'est compliqué et puis les gens font pas gaffe à ça. Les clients ne se doutent pas de ça, que des gens viennent leur parler pour leur voler la bouteille. Donc dans ce cas-là, on appelle Corentin, Coco, qui est missionné de faire les recherches caméras parce que c'est quand même compliqué, il y a plus de 80 caméras dans l'établissement. 87, ouais, 87 caméras. Et il est pro là-dedans en fait, c'est Coco le pro des caméras, donc on l'appelle, il doit rechercher sur les caméras qui a volé la bouteille et dès qu'il a trouvé, là il nous appelle dans le talkie. Et puis il va missionner le portier de la salle. Il t'appelle également aussi quand il a trouvé. Je suis toujours appelé. Tout le temps là parce que tu dois être là pour voir ce qui s'est passé. Et puis on appelle aussi en général le glass collector. C'est quoi un glass collector, Gigi? C'est le ramasseur de verre. Voilà. Il se faufile partout. Chez nous, c'est Simon. Il se faufile partout. Il connaît les petits recoins de l'établissement. Il connaît tous les clients. Il ramasse tous les verres qui traînent partout par terre, les bouteilles. Il fait de la place sur les tables. Donc il connaît tous les clients parce qu'il se faufile autant sur la piste que sur les côtés, l'arrière de bar. Et puis il connaît tous les clients. Donc dès qu'on lui montre la tête d'un client, il faut savoir que sur les caméras, c'est en inverse en plus les couleurs. Ça, c'est choquant au début aussi, parce qu'on cherche quelqu'un qui a un t-shirt noir, mais au final, son t-shirt, il est blanc. Ce sont des caméras qui enregistrent, qui arrivent à voir la nuit, d'accord? Mais pour ce phénomène de voir la nuit, ça fait une espèce de pellicule inversée. Ce qui est foncé devient clair, ce qui est clair devient foncé. Alors, c'est pas facile à comprendre. Peut-être que je mettrai un petit encart pour que tu vois un peu ce que ça donne. Un t-shirt blanc, par exemple, va être noir réellement. Donc on doit rechercher à l'inverse. On doit rechercher à l'inverse, effectivement. Donc tout le monde toutes ces trois personnes-là sont missionnées de retrouver le voleur ou la voleuse. Et puis, en général, on se fait toujours avoir par Simon parce que moi, j'ai jamais retrouvé encore pour le moment. Ça a toujours été Simon qui trouve. Et dès qu'il est identifié, Simon appelle dans le talkie en disant qu'il a trouvé le voleur. Et c'est un des portiers, tu missionnes un des portiers d'aller l'interpeller. Et il est remonté dans l'infirmerie pour être dans un endroit neutre, comme tu dis, sans musique, au calme. Et puis là, isolé du monde, pour que personne s'en mêle, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là alors avec ce client qui a volé? On lui montre la vidéo, on lui dit... Chut. On a des animaux partout. Hein. On lui montre la vidéo, on lui dit voilà, tu as été identifié à voler une bouteille, donc déjà est-ce que tu reconnais? Donc des fois il dit non, c'est pas moi, alors qu'il y a l'image quand même. Alors des fois, effectivement, des fois on lui montre l'image, il voit que c'est sa tête, mais il dit que c'est pas lui. Ça c'est assez drôle. Hein. Mais en général ils reconnaissent, ils disent bah oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il y a 2 semaines, c'est une petite habituée qui est là tout le temps, qui est adorable. Et puis là, elle nous a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai bu, j'ai fait n'importe quoi. Donc on leur redemande de payer. Si c'est une bouteille entière qu'ils ont volée, ils repayent la bouteille entière. Si la bouteille était à la moitié, on le voit sur la caméra. Donc dans ce cas-là, ils repayent une demi-bouteille. Et puis on remet soit l'équivalence d'une demi, soit une bouteille entière. On la remet au client qui s'est fait voler, c'est normal. Voilà, exactement comment on règle ce problème. Alors ça, c'est une forme d'enquête. Alors il y a plein d'enquêtes la nuit, on pourra vous en parler sur d'autres vidéos, mais vous n'imaginez même pas tout ce qu'on doit faire parfois pour retrouver quelqu'un. Au niveau de l'infirmerie, on a aussi d'autres phénomènes. C'est un endroit où on emmène ceux qu'on trouve à dealer. Ça, c'est un phénomène. Évidemment, c'est une discothèque. C'est un lieu où il y a beaucoup de monde. Alors là, celle où on est, en plus, c'est complet tous les soirs. Donc, tu te doutes que ça attire immanquablement des types qui vont vouloir faire du business. Et bien là, on va te surprendre. Parce que tu vas voir que les profils des dealers ne sont pas ceux qu'on imagine ou ceux qui sont souvent médiatisés sur les chaînes d'infos. Et c'est vraiment un drame d'ailleurs parce qu'on en parle fréquemment avec Gigi. C'est un vrai sujet et dans le futur livre qui sortira bientôt sur ce que je raconte, il y a un long passage sur ça parce que c'est des choses qu'on a remarquées et qu'il va falloir que les politiciens prennent vraiment en compte
parce qu'on est très très loin de ce qu'on peut imaginer. Et quand on a des suspicions de deal, ça nous emmène aussi à faire des enquêtes, parce que quand on veut attraper le dealer, on veut systématiquement qu'il y ait du flagrant délit, pour être sûr que ce soit indiscutable. Et comment ça se passe? Gigi va pouvoir encore le raconter, parce qu'en réalité, elle est quasiment tout le temps mêlée aussi à cette histoire, parce que Gigi, il faut bien comprendre que c'est elle qui est dans la salle, elle est en permanence en communication avec les barman, avec les DJ, pendant que moi je suis dehors, à l'entrée, où je m'occupe du fameux pont-levis dont je te parle tout le temps, du château fort. Il faut vraiment qu'on se dispatche les tâches, et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on a la suspicion d'un deal, alors on organise les choses, et c'est pas n'importe comment. Déjà, il faut comprendre qu'on a des clients mystères, des gens avec qui on s'entend bien, qui viennent quasiment tout le temps, tous les week-ends, qu'on finit par connaître, et parfois même avec qui on devient copains. Bah oui, parce que quand on voit les gens tous les week-ends, toute une année, on passe énormément de temps ensemble finalement. Et donc des liens se créent. Et ces clients de confiance nous aident à combattre le deal, et puis surtout à faire en sorte que nos jeunes arrêtent de consommer toutes ces conneries. Je te rappelle que moi, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne prends pas de drogue, et ça n'a jamais été de ma vie. Gigi ne fume pas, elle ne se drogue pas non plus. Bon, elle boit un petit peu, mais raisonnablement, d'accord? Et jamais au travail. Et jamais au travail. Il y a aussi, on les repère par rapport aux soirées, si on amène plusieurs personnes à la suite à l'infirmerie qui ont pris de la drogue, parce qu'on sait faire la différence entre les gens qui ont pris de la drogue et les gens qui ont bu de l'alcool, qui ont trop bu en fait, on fait bien la différence. Et dans ce cas-là, on se dit il y a plusieurs personnes à avoir été à l'infirmerie qui sont droguées, donc là il y a quelqu'un qui vend dans le club, c'est obligé. Effectivement, ouais. Comment ça se passe dans ce cas-là? C'est assez simple. Pour être certain, la personne dans laquelle on a un doute soit bien le vendeur, on va envoyer un client mystère. On s'entend avec le client mystère, il va voir, il va faire quoi? C'est très simple, hein. Il va lui demander s'il n'a pas de la drogue. Et je te le dis direct, 9 fois sur 10, on a la bonne réponse. Et puis suite à ça, il vient nous remonter l'info en nous disant voilà ce que j'ai, il me vend bien, alors il m'a vendu des tasses ou de la cocaïne, voilà, ou de la kétamine. La kétamine. C'est quoi la kétamine, Gigi? Parce qu'on me demande tout le temps ce que c'est que la kétamine, et pourtant... C'est enveloppé dans des petits sachets là, et en fait c'est des cristaux. Donc soit ils le mettent dans de l'alcool, ça se dissout dans un verre, ou de l'alcool ou pas de l'alcool, ou alors ils le fument aussi. Ok. Et à partir de là, une fois qu'on est certain que la personne est bien le dealer qu'on recherche, pareil, procédure, j'envoie une équipe, donc en général ils sont 2 ou 3, alors ça te paraît beaucoup, 2 ou 3, mais c'est pas innocent. C'est que quand on les attrape, on doit contenir leurs mains et les empêcher de jeter ce qu'ils ont. Et dans le noir, dans un endroit où tu as 1000 personnes, pour les portiers, ça les oblige à être très vigilants, parce qu'une main dans la poche et jeter ce qu'ils ont, ça va très très vite. Donc on organise les choses de façon à être certain que quand ils arrivent en haut, ils aient encore la drogue sur eux. Voilà. On se trompe quasiment jamais, hein, je le dis. Alors, malheureusement, aujourd'hui, 4 fois sur 5, et ça ce sont nos chiffres et nos stats, hein, depuis un an, là, où on surveille ce phénomène, 4 fois sur 5, Gigi, quels sont les profils de nos dealers dans l'établissement? C'est triste, moi ça m'attriste, c'est des filles en fait, c'est des dealeuses. Ouais. C'est des jeunes étudiantes, c'est des jeunes filles qui nous disent je reconnais, je vends, mais je fais ça parce que moi j'ai plus d'argent à la fin du mois, et pour arrondir mes fins de mois, je revends. Je trouve ça terrible parce que c'est des jeunes qui sont à l'école, hein, on le sait, elles nous montrent leur carte d'étudiante, mais elles n'ont pas d'argent pour faire leur fin de mois. Ils n'ont plus d'argent, les étudiants, et pour arrondir leur fin de mois, ils sont obligés de dealer. Je trouve ça terrible. Effectivement, c'est un vrai phénomène qu'on voit depuis à peu près un an, et qui s'amplifie terriblement et dramatiquement. Le profil, c'est 18-21 ans, comme elle a dit Gigi, étudiants. Parfois certaines travaillent pourtant, mais ça ne leur suffit pas. Leur bourse, ils ont quasiment plus rien, ça ne leur suffit pas. Mais ils ont des loyers, ils ont à payer leurs études, mais à payer aussi la bouffe, à payer l'EDF, qui a augmenté, comme tout le monde l'a compris, dramatiquement. Et puis ça ne suffit plus. Et donc malheureusement, elles passent par cette facilité de deal, dans les établissements de nuit principalement. Elles ne vendent pas en grosse quantité, hein. Quand on va les attraper, on va tomber sur à peu près une vingtaine ou 25 tasses par exemple. Mais avec ça,
ça va leur permettre de se faire un plus au niveau du mois et tout simplement bouffer avec, quoi, ou payer leur loyer ou payer leur EDF. Et ça, c'est dramatique. Parce que avant, quand on trouvait les dealers, c'était assez facile, ils avaient un profil, on les repérait très rapidement. Et quand on les attrapait, on avait très peu de compassion parce que c'était un réel business de vie et avec des quantités astronomiques. C'est plus le cas. Alors ça s'explique facilement, c'est que déjà les dealers, ils n'ont plus besoin de rentrer dans les établissements de nuit pour pouvoir faire leur business parce qu'ils peuvent être dehors facilement. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais ils sont dehors, ils ne sont pas trop emmerdés, tant qu'ils ne font pas trop de vagues, le deal se fait facilement et leur business aussi. En discothèque, ça devient plus compliqué parce qu'on les repère, souvent on les empêche de rentrer parce qu'ils sont cramés à 20 mètres dans la file d'attente. Donc pour eux, aucun intérêt de prendre des risques d'aller dans l'établissement. Par contre, ces jeunes demoiselles qui finissent par venir dealer dans les établissements de nuit, pour nous, c'est très compliqué de les repérer à l'entrée parce qu'elles se faufilent sans problème dans toutes les clientes. Et puis à l'intérieur, leur procédé n'est pas très professionnel, on voit bien que c'est de l'amateurisme. Et pourtant, elles ont besoin de bouffer. 100% des cas qu'on a eu comme ça, à chaque fois on a des filles qui s'effondrent, elles n'ont jamais fait de garde à vue parce que je leur pose la question systématiquement, et on comprend très très vite qu'on n'a pas affaire à des professionnels, que c'est vraiment de l'exceptionnel et que c'est pour bouffer, quoi. Alors comment on procède dans ce cas-là, Gigi? On leur dit comment on procède. Est-ce que j'appelle la police dans ce cas-là? Non, on n'appelle pas la police. Tu ne les appelles pas, sauf si c'était un gros dealer qui a, je sais pas moi, 50 tasses sur lui. Là, c'est pas pareil, mais je prends la dernière en date, et il lui restait 5 tasses. Et elle en avait vendu 10. Avec un petit pochon, hein, donc ouais. Il n'y en avait pas des milliers et des cents. Tu détruis, par contre, tu les détruis en fait, les cachets. Donc on a un petit seau à glaçons où on met de l'eau de javel et des solvants dedans et tu les jettes dedans. Et puis évidemment tu lui fais la morale, mais qu'est-ce que... Je lui fais la morale, c'est ça. Je peux rester 15-20 minutes avec ces jeunes demoiselles-là pour leur expliquer plein de choses. D'ailleurs j'ai un siège, je m'assois avec elles et je parle longuement avant de reprendre ma nuit pour essayer de leur faire comprendre le drame de cette situation, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire à part leur proposer du travail, mais au final on n'a pas 50 postes non plus. Donc là Gigi elle va rigoler parce qu'elle peut vous raconter les petites anecdotes, mais c'est vrai qu'à chaque fois je leur demande de postuler pour l'établissement et d'essayer de trouver du travail, et je dis à Gigi, faut les aider, il faut trouver des solutions, elles ont besoin de travailler ces jeunes demoiselles, est-ce que tu n'as pas des postes? Malheureusement Gigi me dit, quand elle peut elle fait. Mais non, parce que les gens qui travaillent chez nous aiment bien leur travail et il n'y a plus beaucoup de va-et-vient chez nous. Il n'y a pas de turnover salarial. Il n'y a pas de turnover dans notre équipe, les gens sont bien, ils aiment leur travail. Mais si je pouvais, je leur donnerais à tous du travail, mais non, c'est pas possible dans l'équipe. Par contre, on se renseigne. Je me renseigne auprès des commerçants. On a pas mal de contacts avec tous les commerçants de Rennes, donc je me renseigne. Quand il y a du monde qui me dit je suis à la charge d'une serveuse ou quoi, là, je renvoie les CV, je contacte la personne et je leur dis j'ai peut-être un poste pour toi. Voilà, on les met en relation. On essaye d'aider malgré tout. Ouais. On essaye d'aider à notre petit niveau de ce qu'on peut faire, quoi. En tout cas, on vous a donné quelques exemples de ce qu'on peut y trouver à l'infirmerie. Comme tu vois, c'est très large. On peut y trouver plein de situations différentes, mais pour moi, c'est un lieu essentiel qui devrait même être imposé dans tous les établissements de nuit. Gigi, je te remercie pour le temps que tu as passé dans le fauteuil du Jarl. Je te remercie de m'avoir invité dans ce beau fauteuil. Avec plaisir, j'espère que les gens vont parler, vont s'abonner, vont discuter ou échanger en tout cas. Peut-être que les gens te demanderont à réapparaître dans ce fameux fauteuil du Jarl, Gigi. Merci à tous, merci à toi. Le Jarl te salue.